Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. L'invité ce matin, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour Patrick Roger. Et quels sont les derniers éléments dont vous disposez sur cette troisième nuit d'émeute, vous, au gouvernement ? Vous en avez résumé l'essentiel il y a quelques instants, un peu moins de 700 interpellations et une nuit de chaos dans beaucoup de villes qui me plonge dans un mélange de colère et de tristesse. D'abord parce que je pense aux habitants de ces quartiers, aux maires qui ce matin font le décompte de la bibliothèque brûlée, de la médiathèque incendiée, du bus qu'on a pris pour cible à tel endroit du centre social. Des émeutiers qui démolissent les quartiers dans lesquels ils vivent, qui privent leurs voisins de partir en vacances parce qu'ils ont brûlé la voiture, qui ont incendié le lieu où des enfants de ce quartier auraient dû aller en centre de loisirs dans quelques jours. Et de la colère parce que cette situation, elle vient pas de nulle part. Elle est aussi liée au fait que certains continuent de refuser à appeler au calme. Là où la maire de Naël, avec dignité, a pu dire hier soir qu'elle n'en voulait pas à la police, mais à un homme, certains, tentent de faire des amalgames en expliquant que ce serait la police qui tue, pour attiser cette colère et souffler sur les braises. Oui, donc là vous pensez à certains, notamment à l'extrême gauche, hein, c'est ça ? Bien entendu, je pense à M. Mélenchon et à ses tweets dans lesquels il refuse d'appeler au calme. Je pense à des députés LFI qui expliquent qu'ils appellent à la justice et pas au calme, comme si les deux n'étaient pas compatibles, alors que l'auteur du coup de feu est en détention, alors qu'il a été mis en examen, alors qu'il a été suspendu. Le sujet aujourd'hui, c'est évidemment d'apaiser la situation. Ça a été le sens hier d'une déclaration commune de toutes les associations d'élus sur le perron de Matignon aux côtés d'Elisabeth Borne. C'est le sens des déclarations responsables de la quasi-totalité de la classe politique. Mais c'est une nécessité. Oui. Christophe Béchu, donc vous leur lancez un appel quoi ? C'est républicain pour ne pas être complice, entre guillemets, de la violence ? Mais c'est un appel républicain, mais permettez-moi de vous le dire, c'est même un appel de bon sens. Comment peut-on souhaiter le chaos ? Comment peut-on encourager des comportements qui consistent à détruire des lieux et des institutions publiques qui profitent d'abord à ceux qui habitent dans ces quartiers ? Comment peut-on jeter l'opprobre sur des forces de l'ordre qui, tout au long de l'année, nous protègent ? Comment peut-on faire en sorte de recourir à des amalgames à l'issue d'un drame quand, dans le même temps, les mêmes, quand vous avez des événements abominables ou atroces, d'un viol, d'un meurtre, vous disent pas d'amalgame. Ne nous précipitons pas sur un fait divers pour demander à changer la loi. Regardons la situation de manière calme. Ce sont les mêmes qui vous disent ça après un certain nombre d'actes criminels et qui là, parce que c'est un policier qui est mis en cause, veulent que tout s'embrase. C'est irresponsable, c'est anti-républicain, alors, si je vous suis, non ? Bien sûr que c'est anti-républicain. Oui. Il y a des gens qui, dans ce contexte, visent les institutions républicaines. Et il y en a qui, par derrière, les alimentent pour essayer de profiter du chaos. Oui. Alors, dans les saccages et violences, on a vu beaucoup de bâtiments publics saccagés, attaqués cette nuit. C'est un symbole, justement, de l'État attaqué ? Il y a deux types de dégradation. Il y a ceux qui, sous couvert de tout ça, en profitent pour aller faire leurs courses, avec une forme de délinquance et de criminalisation qui se généralise en piller des bâtiments. Mais il y a, comme vous le dites, des symboles qui sont visés, et des symboles comme des écoles, comme une médiathèque, comme un centre social, qui sont des lieux qui sont le patrimoine de ceux qui n'en ont pas, qui sont les endroits dans lesquels on accueille sans distinction les gens pour les aider. Quand un tribunal de proximité qui était censé, je crois du côté d'Asnières, juger des situations de surendettement est visé par des cocktails Molotov, ce sont ceux qui sont concernés par cette justice de proximité qui vont être privés d'une possibilité d'action. Comment ramener le calme ? Parce qu'une note des renseignements indique qu'il faut s'attendre même à une contagion, à une extension. Il faut ramener le calme d'abord avec des discours qui doivent être les mêmes et qui doivent être tenus par tout le monde. Apaisement, apaisement, retour au calme, pas d'amalgame, dignité, en rappelant que on n'est pas face à un drame qui est provoqué par une institution, mais par un acte qui est un acte isolé. Ensuite, j'entends des débats, des appels pour dire qu'il faudrait prendre telle ou telle mesure. Je ne crois pas que ce soit sur un plateau de télévision ou une antenne de radio qu'on décide de l'opportunité d'un état d'urgence ou qu'on apprécie... Mais pourquoi est-ce que vous songez quand même à décréter cet état d'urgence en fait au gouvernement, comme le réclame donc une partie d'élus, notamment à droite, et puis comme l'avait fait Jacques Chirac en 2005 ? En 2005, c'est une décision qui avait été prise après une dizaine de nuits consécutives comparables à
des images qu'on a pu voir. Donc il faut attendre des nuits consécutives je dis pas ça. d'émeutes. Je dis pas ça. Ce que je dis précisément, c'est que à trop vouloir comparer des situations, on risque de passer à côté du vrai sujet. L'état d'urgence avait été un des moyens pour arriver au retour au calme. Je le redis, tous les républicains doivent, à l'image de tous les élus de toute tendance politique, de l'association des maires, de l'association des départements, de l'association des régions, de l'association Gilets et banlieues, ont appelé à ce calme, doivent appeler au calme. Et le reste, c'est évidemment une question qui se pose, mais qui doit se poser dans un cadre qui n'est pas un cadre médiatique. Le sujet, c'est les moyens qui sont nécessaires et qui peuvent aider les forces de l'ordre dans leur mission. Point. Et donc, c'est pas un débat partisan, c'est pas un débat d'opinion. C'est une décision qui est lourde, qui entraîne un certain nombre de conséquences en termes de liberté publique, et donc qui doit se prendre dans un cadre approprié. Et ça n'est pas celui du débat médiatique. Et vous, Christophe Béchu, en tant que ministre de la Cohésion des Territoires, est-ce que vous encouragez quand même aussi les communes à décréter des couvre-feux nocturnes, comme l'ont fait quelques communes, je pense à Clamart, Meudon, par exemple? Évidemment. Je comprends évidemment la décision de ces maires de mettre tout en œuvre, y compris pour envoyer un message à leur propre population, parce que, au risque de ne pas être très populaire, il y a aussi des messages à envoyer aux familles. Moi, quand j'entends qu'on se retrouve avec des jeunes de 13 ou 14 ans, ces jeunes, ils ont des parents. Et la première responsabilité, avant d'aller chercher celle des pouvoirs publics, des forces de l'ordre, du gouvernement ou de la mairie, c'est la responsabilité de chaque maman, de chaque papa par rapport à son propre enfant. En tant que ministre aussi, est-ce que vous dites qu'il y a un manque de cohésion, ministre de la cohésion des territoires, qu'aujourd'hui, ce qui éclate là en fait aujourd'hui, eh bien c'est le fait qu'il n'y ait plus de cohésion en fait des territoires et qu'il y a les fameux quartiers perdus de la République. Qu'il y ait des situations qui soient compliquées dans plein d'endroits, c'est une évidence. Et le dire à haute voix, ce n'est ni faire un aveu, mais il y en a certains qui l'ont nié jusqu'à présent, qui le nient dans le discours. Vous savez, le hasard du calendrier fait que, à la fin de la matinée, la Première ministre réunira le comité interministériel des villes. C'était prévu depuis des semaines. Qui va avoir lieu où d'ailleurs? Qui va avoir lieu à Matignon, à la fois pour lui donner un cadre en termes de solennité et pour faire en sorte que ce soit une occasion, avec l'ensemble des élus de ces quartiers, de pouvoir échanger. Il se réunit de manière régulière. Il examine les moyens très importants qui sont mis au titre de la politique de la ville. Depuis justement le milieu des années 2000, avec l'Agence nationale de rénovation urbaine, avec un certain nombre de dispositifs. On a fait progresser la cohésion dans nombre de quartiers. Ça ne se voit pas partout, mais ce sont dans beaucoup d'endroits des espaces publics sur lesquels on a été reconquérir de la mixité, de l'activité. Et donc, c'est d'autant plus douloureux de voir aujourd'hui des habitants de ces quartiers qui démolissent des investissements qui ont été faits avec la solidarité de tout le monde, parce que précisément, la cohésion, ça a été l'obsession depuis 20 ans d'une partie des gouvernements. Il y a évidemment des ratés, des choses qui ne fonctionnent pas, des angles morts, des choses qui sont encore améliorées. Mais on ne peut pas dire que rien n'a été fait. 40 milliards dans la politique de la ville ces dernières années. Alors on est peut-être allé trop loin aussi dans la rénovation urbaine, mais pas assez dans le lien social et l'humain aussi, non ? Alors, on revient toujours sur la fameuse police de proximité et pour avoir un lien avec ses habitants et avec ses jeunes. Là où vous avez raison, Patrick Roger, c'est que parfois, l'accent a été mis sur ce qui se voit plutôt que sur ce qui se vit. Et que le sujet, dans un certain nombre d'endroits, c'est moins la question de l'architecture que la question de l'accompagnement. Mais, encore une fois, je sens bien la volonté qu'auraient certains de dire, puisqu'il y a eu ce drame abominable, réouvrons tout, réinterrogeons tout, changeons la loi, modifions les règles, modifions la politique de la ville. Ouais. Vous savez, légiférer sous le coup de l'émotion, c'est jamais une bonne idée. Se poser les questions, ne pas avoir de tabou, regarder dans les yeux l'ensemble des sujets et des problèmes. Ok, mais le faire avec calme, avec sérénité et en évitant des réponses qui, dans l'urgence, pourraient ne pas être les meilleures. Sauf qu'il y a urgence quand on voit ce qui se passe dans la rue et qu'il y a un risque d'embrasement encore dans les jours qui viennent, quoi. Christophe Béchu. Je l'entends pleinement. Ouais. Et vous savez, la mobilisation du gouvernement, elle est totale. Le ministre de l'Intérieur qui, hier, a fait en sorte de dimensionner un dispositif pour précisément contenir une partie de ce que nous avons vécu, en a pleinement conscience. Le fait que la Première ministre, ce matin, réunisse autour d'elle les ministres concernés, puis le Président de la République, à 13h, ce sont autant de signes qui montrent bien à quel point la situation est suivie,
avec beaucoup de minutie, d'attention par le sommet de l'État, mais dans le même temps, la priorité des priorités, et il n'y en a pas d'autre, c'est d'appeler au calme, c'est de se tenir aux côtés des élus qui sont en première ligne dans ces quartiers, c'est de rappeler, je le redis, les propos de la mère de Nel qui dit « je n'en veux pas à la police, j'en veux à un homme, celui qui a pris la vie de mon fils », et de ne pas laisser le procès des institutions remplacer le passage de la justice sur un acte et sur un drame que personne ne nie et qui suscite la compassion. Pour calmer, il faut faire comprendre que la justice doit passer et va passer. C'est le cas. Ce que je veux dire, c'est que chacun regarde. L'auteur du coup de feu, il est en détention, il a été suspendu. Donc la justice, elle est en marche. Qu'on n'utilise pas ce drame comme un prétexte. Quelles annonces on peut avoir là ce matin, enfin ce midi, avec votre comité interministériel des villes, qui initialement, je crois, devait se tenir d'ailleurs à Chanteloup-les-Vignes, en fait, c'est ça. Sauf que le bâtiment a été saccagé, non ? Pas à ma connaissance. Enfin, je ne sais pas à quel endroit à Chanteloup le comité interministériel des villes était censé se tenir. Ce que je sais, c'est que la décision qui a été prise hier, c'était de se dire que, compte tenu de la mobilisation des forces de l'ordre sur ces différents territoires, il n'était sans doute pas utile de dimensionner un dispositif de sécurité pour accueillir ça, et que le plus important, c'était que la réunion se tienne et qu'elle soit l'occasion, avec l'ensemble des élus de ville et de banlieue, de partager la situation telle qu'elle était prévu. Je le redis, ça fait des mois que ce comité interministériel des villes, il est à l'agenda à la toute fin du mois de juin. Le président de la République, lors de son déplacement à Marseille, avait annoncé qu'il se tiendrait. Il n'a pas été supprimé. Au contraire, il a été maintenu pour que ce soit l'occasion de discuter comme c'était prévu avec l'ensemble de ces élus. De faire un bilan et puis peut-être de proposer un certain nombre de mesures face à la situation en fait d'urgence. Ce sera l'occasion à la fois de suivre l'ordre du jour qui a été prévu, où en sommes-nous sur des annonces la fortes, politique de la ville. Et il y aura évidemment une prise de parole de la Première ministre à l'issue. Oui, et le président de la République, est-ce qu'il doit parler ? Ce n'est pas prévu pour l'instant. Il a déjà eu l'occasion de, lui aussi, de faire passer quelques messages d'appel au calme, et je n'ai pas de doute sur le fait qu'il prendra toutes les décisions qui sont utiles. Inexplicable, injustifiable, est-ce que c'était vraiment, ce sont ces mots, est-ce que c'était un appel au calme, ça ? C'était la traduction très précise de tous ceux qui ont vu cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vous-même vu les images, mais je veux dire, elles sont glaçantes. Mais il y a une enquête en même temps. On ne peut pas se prononcer en fait trop vite. Le procureur a apporté quelques éléments supplémentaires hier sur la course-poursuite, sans excuser évidemment le geste du policier ensuite, le tir à bout portant. Je l'entends, mais l'expression du président de la République, je pense qu'elle a été l'expression de toutes celles et tous ceux qui ont vu cette vidéo. Et qui, en voyant ces images, ont été choqués. Ça ne remplace pas le temps de l'enquête, mais ça traduit aussi une forme d'émotion. Christophe Béchu, vous êtes aussi donc ministre de la Cohésion des Territoires et bien sûr aussi de la Transition écologique. Il y a une autre actualité qui vient percuter un peu cette nuit, en fait, ces nuits d'émeutes, c'est le Haut Conseil au climat qui a rendu mercredi un rapport sous forme d'avertissement pour le gouvernement sur le fait que la France n'est pas prête à faire face aux effets du changement climatique. Qu'est-ce que vous répondez effectivement à cela ? Ce Haut Conseil pour le climat, il commence par constater que nous avons, en 2022, tenu les engagements que nous avions pris sur le plan climatique. Je sais que la plupart du temps, on ne parle que de ce qui va pas et pas de ce qui va bien, mais nous avons à nouveau baissé nos émissions de 2,7%. Et la présidente du Haut Conseil pour le climat, elle dit, il y a aujourd'hui 18 pays seulement dans le monde qui baissent leurs émissions depuis une décennie. Dans ces 18 pays, il y a la France, mais la France doit accélérer. Et en parallèle, le Haut Conseil dit, attention, il n'y a pas seulement la baisse des émissions, il y a aussi le fait de s'adapter au changement climatique. Et je suis déjà venu sur votre antenne pour expliquer que c'était la raison pour laquelle nous lancions, pour la fin de cette année, le plan national d'adaptation à une France à 4 degrés. C'est la raison du plan eau, c'est la raison du plan forêt qui a été présenté, c'est la raison du plan de gestion des vagues de chaleur que j'ai eu l'occasion de présenter. Donc, l'avertissement, la recommandation du Haut Conseil pour le climat, le gouvernement est précisément en train de la suivre. Oui, et vous allez faire des annonces, je crois, en milieu de semaine prochaine, en fait, de nouveau, justement, ce qui iront dans quel sens, alors ? Je vais avoir l'occasion, comme je le fais au début de chaque mois, de faire un point sur la situation hydrique du pays, de préciser où nous en sommes sur les nappes phréatiques, et puis, dans quelques jours, de dévoiler l'application, la plateforme qui permettra à chacun, en tapant son adresse, de savoir quelles sont les restrictions qui s'appliquent là où il est ou là où il part en vacances, pour que précisément chaque geste compte et chacun se rappelle la nécessité qu'on a à être très attentif à cette ressource. C'est un appel à la responsabilité de chacun, à la conscience de chacun aussi que vous voulez lancer sur le climat. Vous savez, de manière générale, je crois à la responsabilité et à la nécessité de faire en sorte d'associer tout le monde. C'est vrai
pour faire en sorte d'avoir le retour au calme dans nos cités, c'est vrai pour se mobiliser pour le climat, c'est vrai pour éviter tous les drames. On sait que la situation très sèche que connaît notre pays, ça augmente les risques de feux de forêt. Rappelez que 95% des feux de forêt sont d'origine humaine et qu'à un moment, il y a un geste qui les provoque et donc que la responsabilité de chacun, elle est engagée. C'est s'inscrire exactement dans la même vision d'un domaine dans lequel le gouvernement a une responsabilité, celui de fixer un cadre, celui de délivrer les moyens. Les collectivités sont le lieu de proximité, mais les individus, chacun de nous, a sa part de responsabilité dans le chemin. Mais le Haut Conseil au climat dit que ça ne va pas assez vite. Il y a des choses qui sont faites, mais ça ne va pas assez vite. Ça fait bientôt 1 an que vous avez été nommé, vous. Est-ce que, justement, quel bilan vous tirez justement de ces 1 an ? Est-ce que vous avez envie de rester à ce poste alors qu'on parle de remaniement, tiens, au passage ? Le Haut Conseil pour le climat, il dit qu'il faut accélérer le rythme, et c'est très exactement la ligne fixée par le président de la République au début de l'année, où il expliquait que nous devions doubler le rythme de baisse de nos émissions. Mercredi prochain, Patrick Roger, il y aura la présentation de la stratégie de planification écologique sur laquelle je travaille avec d'autres, sous l'autorité d'Elisabeth Borne, pour expliquer comment en 2030, nous aurons diminué nos émissions de gaz à effet de serre pour respecter nos engagements européens. Ce travail, il est prenant sur un sujet qui ne laisse personne indifférent. Sur les questions écologie, vous avez des gens qui considèrent que ça va pas assez vite, puis on entend des Français qui trouvent parfois que ça va trop vite, ou que les mesures, la ZFE, le ZAN, sur lequel on a aussi eu des échanges, qui sont motivés par des considérations de santé publique ou d'écologie, elles entraînent des conséquences sociales ou en termes de liberté. Et on voit bien qu'il y a une ligne étroite qui est à définir. Depuis 1 an, je m'efforce à la fois d'assurer parfois le service après-vente de certains textes. On vient de proposer des modifications sur le zéro artificialisation nette pour faire en sorte de l'adopter. Avec beaucoup de questions d'ailleurs qui se posent dans les campagnes. Avec dans quelques jours la remise d'un rapport que j'ai commandé sur les zones à faible émission pour qu'on puisse assouplir le dispositif et faire en sorte de proposer des évolutions. Moins 40% d'ici 2030, c'est possible alors ? Bien sûr que c'est possible. Nous allons y aller et c'est le sens des mesures qui sont prises quand on réunit les 50 sites les plus émetteurs pour faire en sorte de baisser leurs émissions. C'est le sens du plan de plantation d'1 milliard d'arbres, parce qu'il faut comprendre qu'il y a baissé nos émissions, mais il y a aussi stocké du carbone, et donc ça suppose de miser sur la nature. C'est le sens des mesures qui vont réformer MaPrimeRénov' dans quelques mois, avec plus de moyens financiers, avec davantage d'accompagnement physique. C'est le sens du partenariat avec les collectivités territoriales pour territorialiser cette planification. C'est vraiment au cœur du Conseil de planification écologique qui se tiendra mercredi prochain. Merci Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Et avant donc cette réunion de mercredi prochain, je le rappelle, il y a un conseil interministériel de la ville, donc tout à l'heure à 11h, réunion à laquelle vous allez participer avec l'ensemble en fait du gouvernement, et une prise de parole d'Elisabeth Borne qui est attendue ensuite. Merci, et peut-être du président de la République. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.